Bien, je vais essayer de rendre passionnant un sujet qui, par moment, peut paraître un peu ardu, parce que je suis aussi scientifique, donc par moment, vous allez avoir des planches avec des vagues esquisses d'équations, hein, mais n'ayez pas peur, il n'y en a pas beaucoup. Le but, c'est de vous faire percevoir là où on en est aujourd'hui, en matière de rêve de transport automatisé, le futur pas trop éloigné, dans une demi-douzaine d'années, et le futur bien plus éloigné, qui peut-être d'ailleurs ne se réalisera jamais. Hein. On n'est pas forcément infaillible quand on est humain. Alors, ce que je voudrais préciser avant de rentrer dans les détails, c'est que le sujet est tellement vaste qu'il faut trier, surtout quand on n'a que 40 minutes pour présenter. Parfois, c'est même encore plus court. Donc 40 minutes, c'est confortable. Mais néanmoins, comme je vais parler de communication, je voudrais éliminer tout de suite une ambiguïté éventuelle. On sait qu'on peut communiquer, soit parce qu'on a des smartphones dans son véhicule, et donc on peut accéder à Internet pendant qu'on roule, mais ça ne fait pas partie des équipements des véhicules. Donc je laisse de côté la possibilité que vous soyez dans votre véhicule, ou dans le véhicule de quelqu'un d'autre, avec des moyens qui vous permettent de communiquer avec l'extérieur. Bien évidemment, j'anticipe un peu, mais il va y avoir des standards de l'I3E qui définissent des protocoles de communication vers des relais qu'on trouvera le long des autoroutes, des relais Wi-Fi pour simplifier, mais prochaine génération, et qui vous permettront d'accéder au guide Michelin ou de faire du Google Art pendant que vous vous déplacez. Ça, je n'en parle pas, parce qu'il y a déjà une bonne partie de ce service-là qui existe. Et donc, comme il s'agit du futur, je ne vais pas vous faire perdre du temps pour vous parler de ce qu'on a pratiquement aujourd'hui. La découverte de places de parking libres par moyen automatisé, grâce à Big Data sur les systèmes de mobile, c'est pareil, ça existe, je n'en parlerai pas. Donc, la présentation que je vais faire, elle est essentiellement centrée sur... Alors, j'ai jamais trouvé de terme court pour traduire safety en français. La traduction exacte, c'est sûreté, innocuité. C'est un petit peu lourd, donc je vais continuer à utiliser le terme anglais. Tout le monde le comprend. Et c'est bien plus simple. Donc safety, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a une planche là-dessus, j'anticipe. Et puis l'autre, thème central de ma présentation, c'est tout ce qui est lié au réseau, aux aspects réseau de la future conduite automatisée. Alors ça c'est important parce que vous savez tous déjà certainement qu'il existe des véhicules autonomes, les fameuses Google Cars, qui se déplacent toutes seules. Mais ces voitures-là, ces véhicules-là, ne sont pas des véhicules qui travaillent en réseau. Ce sont des véhicules autonomes, comme leur nom l'indique. Et on verra que ça fait une grande différence concernant le futur. Alors, un point de vue global, qui peut-être résumera d'ailleurs ce que vous avez entendu si vous avez écouté Vincerf et Bob Metcalfe hier, c'est que l'invasion du numérique dans nos vies a commencé il y a déjà longtemps. En fait, ça a commencé il y a une quarantaine d'années. L'industrie des télécoms vivait tranquillement, hein, nous faisant payer éventuellement un peu cher les communications téléphoniques. Et puis, un jour est arrivé Internet. Et alors là, il y a eu deux camps dans cette industrie. Ceux qui ont compris ce que ça voulait dire et qui ont très vite changé de choix de métier. Il y a eu des sociétés toutes jeunes qu'on ne connaissait pas, qui s'appellent Cisco, qui se sont mis à éclore. Et puis, il y a les autres qui ont continué à se dire, de toute façon, les informaticiens, même si c'est derrière ARPANET, c'est le projet du département de défense américain, ne sont pas des télécommunicants, on n'a aucune raison de s'affoler, c'est nous qui contrôlons le jeu. Ceux-là sont morts, on n'en parle plus aujourd'hui. Il va se produire la même chose, je partage totalement le point de vue de Bob Metcalfe, il va se produire la même chose dans le domaine de la production, distribution et consommation d'électricité, enfin d'énergie de manière plus générale. Donc en fait, ce que Bob a dû vous expliquer, c'est que loin des débats oiseux sur plus de nucléaire, moins, plus, non, je préfère l'éolien, le solaire, voyons, c'est évident, ces débats-là n'ont aucun sens. C'est comme s'il y a 40 ans, quand on a commencé à poser les principes de l'architecture d'Internet, on avait fait des paris sur ce que serait qu'un calculateur. Il est évident que toute architecture qui doit perdurer ne peut pas reposer sur des hypothèses aussi, risquées, parce qu'elles peuvent changer d'un instant à l'autre, juste simplement au jeu de la concurrence ou des évolutions technologiques. Donc, pour résumer, le secteur de l'énergie va exploser lui aussi, dans pas très longtemps. Pourquoi? Parce que ce qui est fondamental, c'est de pouvoir vendre l'énergie, éventuellement de permettre à nous
consommateurs, qui sommes contraints d'être consommateurs, de produire de l'énergie et de la revendre. Donc ça veut dire qu'on va aboutir à des réseaux distribués avec les jeux de l'offre et de la demande, et ça, qui sait bien gérer ça? Eh bien les compagnies qui ont les moyens de conserver et de mettre à jour en permanence le profil des consommateurs et des futurs producteurs. Et ça, ce ne sont pas les je ne donnerai pas de nom parce que c'est enregistré, ce ne sont pas les compagnies traditionnelles. Ce sont les sociétés comme Google, ou bien Amazon, si Amazon s'intéressait à l'énergie. Voilà. Donc le big data, c'est ça qui va être la clé du succès. Et donc il va y avoir pas mal de mauvaises surprises. Et j'essaie de vous convaincre que c'est la même chose qui va se passer dans le domaine du transport terrestre. Bien, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez pendant l'exposé. Alors, je vais utiliser une petite analogie pour démarrer, qui est liée à une présentation de nouveaux services qui ont été, sauf erreur, présentés il y a 2 ans à un Consumer Electronics Show à Las Vegas ou à Nouvelle-Orléans, je ne me souviens plus, qui s'appelle les jardins intelligents. Donc, en fait, le but de toute cette technologie dont on parle, robotisation, informatisation, numérisation, c'est de nous faire gagner du temps, nous, humains. Au lieu de continuer à consacrer du temps inutilement à des tâches qui sont éventuellement répétitives, on peut s'intéresser à entretenir son jardin la première année, la deuxième année, puis au bout d'un moment, ça devient une corvée. Moi, c'est ce qui m'arrive, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Donc, ce serait bien si on pouvait confier ces tâches répétitives et qui sont contraignantes d'entretien d'un jardin, donc de savoir s'il faut arroser là, s'il faut remplacer une plante par une autre parce qu'elle va bientôt mourir et donc laquelle serait la mieux adaptée, etc. Toutes ces tâches-là, capteurs intelligents, robots qui communiquent entre eux et qui font le travail pour vous. Pourquoi? Eh bien, le but, c'est que ça nous donne plus de temps pour contempler les jardins plutôt que de travailler à ce qu'il soit bien, beau. Mais alors, l'an prochain, au prochain Computer Electronics Show, en fait, il va y avoir une annonce, forcément, parce que là, on est simplement en phase transitoire. La prochaine étape, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, il se trouve que contempler, ça prend du temps. Donc la prochaine étape, ça va être la présentation d'un robot de contemplation qui va contempler les jardins à notre place, et comme ça, tout ce temps qu'on passe à contempler, on pourra l'utiliser à faire autre chose. Donc cette plaisanterie, elle sert uniquement à montrer que la question qu'on doit se poser, nous humains, c'est de savoir jusqu'où il est raisonnable, indépendamment du fait que c'est possible, de pousser la robotisation et l'automatisation d'activités ludiques ou professionnelles. Bien, alors, les voitures autonomes, on en connaît, il y en a qui circulent depuis pas mal de temps, 2 ans maintenant, en Californie, Google Car, Audi et BMW sont sur le point d'annoncer leurs propres véhicules autonomes. Et le but de ces technologies-là, c'est bien évidemment de nous faire gagner... Hop, pardon, je me suis trompé de bouton. Voilà. C'est de nous faire gagner du temps par rapport à nos déplacements physiques, quotidiens, terrestres. Parce que pendant qu'on circule dans une Google Car qui se débrouille toute seule, on peut faire autre chose. Notamment, Google espère que vous travaillez, au lieu de continuer à dormir. Bien. Mais ce concept-là n'est pas nouveau. En fait, on a déjà développé depuis très longtemps des technologies qui s'appellent des calculateurs, qui servent à faire gagner du temps aux humains vis-à-vis des activités de calcul et de traitement de l'information. Donc le parallèle va être intéressant, ce que je vais essayer de faire devant vous, c'est de montrer qu'on a un objet ici qui fait gagner du temps aux humains, d'autres objets qui vont faire gagner du temps aux humains dans un autre domaine. Le point commun est qu'il s'agit d'objets isolés. Dans le temps, on se satisfaisait d'avoir un calculateur qui faisait des calculs pour nous, et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être besoin d'accéder à distance à des ressources. Et c'est là qu'est apparue la nécessité de créer ce qui est devenu Internet. Et la même observation, la même remarque va s'appliquer aux véhicules autonomes. Donc en fait, le point fondamental de ma présentation, c'est d'expliquer pourquoi on en est aujourd'hui au tout début de la transition vers la conduite entièrement automatisée, via ce qu'on appelle les véhicules autonomes, mais que les challenges qui nous attendent, y compris Google, BMW, etc., c'est comment est-ce qu'on fabrique des réseaux de véhicules automatisés. Alors, c'est pas très simple, parce que jusqu'à présent, avec des réseaux comme Internet et tout ce qui est venu par-dessus,
en fait, on traite des données. On est dans le cyberespace, et le fait qu'il y ait des erreurs ou des ruptures de service dans le cyberespace, ça n'a pratiquement jamais tué personne. Je ne connais pas d'exemple. Les humains sont des utilisateurs extérieurs de ces systèmes-là, et ils en font ce qu'ils ont envie d'en faire. Et quand le service n'existe pas, bon, on se débrouille, on attend, on reboot un PC, ou bien on se dit, bon, bah, il y a une rupture de ligne, et puis on essaiera demain. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de, je parle de réseaux de véhicules automatisés, il s'agit de systèmes qui partagent des ressources qui sont safety critical, qui sont critiques vis-à-vis de la vie humaine. On ne partage pas juste des données quand on en a envie, on partage de l'asphalte. On est sur des routes. Et partager de l'asphalte, des slots d'asphalte sur des voies de circulation d'autoroute ou en ville, ça ne se fait pas n'importe comment. Il ne faut pas être plusieurs à essayer de partager le même slot d'asphalte. Sinon, on sait ce qui arrive. Et c'est là l'un des grands challenges de ces futures technologies, c'est de non seulement nous permettre de gagner du temps pendant qu'on voyage dans un véhicule autonome ou plus tard automatisé, mais c'est aussi de réduire les temps de trajet, la consommation d'énergie, que ce soit l'électricité ou des moteurs thermiques, ça ne fait aucune différence, la pollution, en compactant davantage les trains de véhicules sur autoroute, dans les routes, c'est-à-dire en réduisant les espaces entre les véhicules. Alors on sait très bien que si on fait ça, on augmente le risque d'accident. Surtout que le but, c'est de maintenir ces espaces-là à des distances, des valeurs totalement ridicules, quel que soit, ça c'est à haute vitesse. Donc à 120 km/h, vous avez le véhicule devant vous qui est à 4 mètres. On sait que c'est interdit, normalement, d'après le code de la route. Mais c'est le but. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même challenge qu'a inventé, ou en tout cas a traité l'industrie du transport aérien il y a 30 ans, c'est comment augmenter les cadences de vol, de transporteurs, de airliners, cadence d'atterrissage et décollage sur les aéroports, coupable parce que la courbe de nombre de passagers à transporter par année augmentait de manière très significative, bien plus que linéaire, et donc il fallait prendre des risques, compacter les avions dans les couloirs aériens. Ici, on parle de compacter les véhicules dans des voies de circulation, avec, bien évidemment, ce qui rend le jeu intéressant, c'est qu'en plus, on impose une exigence qui est contradictoire avec l'exigence précédente. Ce qui est en rouge, c'est de la contradiction. Je réduis les espaces dans les véhicules et je vais réduire les taux d'accident. Transport aérien, 10 fois plus de passagers, 10 fois moins de morts par milliers de kilomètres transportés, etc. Donc voilà le challenge. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'économies à faire, ne serait-ce qu'au point de vue vie humaine, si on arrive à le faire. Alors, ça veut dire que ce que je vous ai dit en avant-propos, la safety, c'est fondamental. Et ce sont des problèmes qui n'ont pratiquement jamais été étudiés dans la grande galaxie Internet, ou bien des systèmes que vous connaissez mieux que moi, cloud computing, etc. Parce que, à nouveau, manipuler des données, ça peut éventuellement indirectement créer des dommages à une société humaine, mais jamais directement. Alors que là, on est dans la voiture, et si on ne fait pas ce qu'il faut dans les 200 millisecondes qui suivent, on est mort. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est en train de migrer du cyberespace dans l'espace cyberphysique. Et toutes les technologies qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui vont traverser l'humain, fonctionner indépendamment du fait que l'humain est utilisateur extérieur, parce qu'en fait, très souvent, on sera dans le système, sans le savoir. Alors, voilà les objectifs, hein, vous les avez vus, ce qui est indiqué ici. Alors maintenant, voyons ce que ça donne en regard des technologies, des solutions connues aujourd'hui. Les voitures autonomes, non. Tout ce qui est en rose ou violet est rayé parce qu'en fait, les voitures autonomes ne sont pas des véhicules qui sont capables de fonctionner dans des réseaux ouverts, spontanés, de courte durée. En fait, un véhicule autonome n'a le droit de rouler, et il y a tout un tas un arsenal juridique qu'il faut respecter, les compagnies d'assurance veillent évidemment à ça. Il faut d'abord entraîner la voiture pour aller de Mountain View à là où vous habitez, à San Francisco, pour prendre un exemple un peu simplifié. Il faut lui faire le trajet plusieurs fois, et une fois qu'elle a bien enregistré avec ses capteurs, caméras rotatives et tout, ce que vous lui faites faire, alors il y a un moment où elle dit « bon, maintenant, ça y est, je peux le faire toute seule ». Et ça prend du temps. Et vous voyez qu'on est loin de l'idée où
vous sortez de votre appartement, votre maison, puis il y a une voiture qui arrive et qui vous dit très bien, dites-moi où vous voulez aller et on y va. Et puis ça se retrouve mêlé à d'autres véhicules comme celui-là. On en est loin. Néanmoins, c'est une première étape qui est très importante. L'autre concept ou structure qui a été inventée en 1977, ce sont les platoons. C'est-à-dire c'était inventé pour les camions. La raison était qu'il fallait économiser de l'énergie. Or, c'était le premier camion qui pénétrait l'air, donc qui consommait l'essence pour avancer, et les autres derrière, qui étaient très 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 proches les uns des autres, à 2 mètres d'espacement, profitaient de l'effet d'aspiration et consommaient bien moins d'énergie que le premier camion. Alors ça s'est évidemment généralisé au convoi de voitures, sauf que, alors si ceci est faisable, effectivement on économise de l'énergie, sauf qu'il n'y a aujourd'hui aucun platoon qui circule nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités de sûreté qui disent « c'est très bien, ça marche bien, vous m'avez dit oui, il y a des radars devant qui permettent de vérifier qu'on maintient l'espace. Et si un radar tombe en panne dans un platoon, qu'est-ce qui se passe? » Je vais deviner. Donc c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas de platoon, alors que ça fait maintenant 36 ans que le concept a été publié. Et puis ce qui est en vert, eh bien, ça concerne l'autre aspect, l'automatisation totale. Eh bien non, les véhicules autonomes ne sont pas entièrement automatisés. Il faut qu'il y ait des humains à bord, elles ne se conduisent pas toutes seules, parce qu'il faut que des humains puissent intervenir en cas de besoin. Et il y a eu besoin, déjà. Je ne donnerai pas de détails parce que c'est enregistré. Bien, alors, la vraie question, en fait, une première question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'automatisation peut faire aussi bien que nous, humains, parce que nous sommes forcément des êtres supérieurs sur cette planète. Mais en fait, on peut gagner du temps en posant la question qui vient après. Est-ce que l'automatisation peut faire mieux que ce que nous savons faire? Et donc, c'est une question que je vous pose maintenant, et on va avoir une réponse tout à l'heure. Bien, safety. Alors, c'est un concept qui n'est pas forcément très bien connu, puisque, à nouveau, dans Internet, on n'a jamais traité des problèmes de safety. Heureusement, ceux qui s'occupent d'aéronautique ont traité la question avant nous. Ils ont défini, il y a même un standard, le DO178B, qui donne des classes de criticalité, catastrophique, dangereux, majeur, mineur, etc., avec des probabilités acceptées d'occurrence par heure de fonctionnement. C'est pour ça qu'on prend les avions de manière à peu près sûre, parce que tout ce qui est de la classe A, eh bien, ça a une très faible probabilité d'occurrence. Alors, ces gens-là ont fait un travail remarquable parce qu'ils ont, ayant regardé le problème il y a maintenant 30 ans, ils ont posé des principes fondamentaux de conception et de structuration des systèmes autonomes, des systèmes digitaux qui contrôlent les choses automatisées. Et le principe fondamental qu'il faut retenir, c'est la redondance fonctionnelle diversifiée. Donc, je vais tout de suite passer à la suite. Pour les réseaux véhiculaires intelligents, ce principe-là signifie que non seulement il faut qu'il y ait dans un véhicule des technologies dites de perception, radar, lidar, capteur, caméra, tout ce qui travaille en ligne de vue et qui peut réagir très vite, qui évite un véhicule qui se rapproche trop du vôtre. Mais il faut, comme ces fonctions-là reposent sur des équipements qui, même étant redondés, peuvent défaillir pour la même raison physique, par exemple, on sait que des capteurs optiques peuvent ne pas fonctionner en cas de mauvais temps. Donc ces fonctions-là peuvent disparaître d'un seul coup, même s'il s'agit de quelques secondes. Il est donc nécessaire de prévoir d'autres technologies qui assurent les mêmes fonctions. Et dans le cas des réseaux véhiculaires intelligents, ce sont les communications mobiles qui vont assurer le backup, on parlait franglais, des défaillances éventuelles des technologies, et qui vont en plus non seulement assurer le secours de fonctions de perception défaillantes, mais ils sont capables de faire ce que ne peuvent pas faire les technologies de perception. Vous l'avez deviné, c'est parce que c'est limité par la ligne de vue des technologies de perception. Donc voilà, très rapidement, parce que j'en suis déjà à 15 minutes, non, 19 minutes, les technologies de perception, c'est relativement bien documenté, donc je ne vais pas trop passer de temps dessus. C'est tout ce qui permet de vérifier qu'on a un espacement raisonnable avec le véhicule qui précède, et puis aussi, avec des capteurs qui regardent sur les côtés, puis les caméras rotatives à 360 degrés, de vérifier que ça se passe bien sur le côté droit et le côté gauche. Bien. Vous noterez au passage que les radars ne permettent pas de donner des ordres
à des véhicules devant ou derrière. Ça permet simplement à des véhicules de se tenir à distance. Donc, en fait, on fabrique des voitures autonomes qui sont dotées de ces technologies-là. Elles n'en sont que dotées de ces technologies-là aujourd'hui, en les dotant de la vue. Elles peuvent voir et elles ont des propriétés de safety passive. Bien évidemment, il est impossible d'en rester là, pour les raisons que j'ai expliquées, défaillance ou bien limitation. Effectivement, une limitation qui est assez gênante, c'est le fait qu'on ne peut pas voir avec un radar à travers un camion, par exemple. Et donc, il va falloir imaginer si oui ou non on peut avoir besoin de pouvoir voir à travers les obstacles, et la réponse est évidemment oui, et ça, on sait que les communications radio permettent de le faire. Donc aujourd'hui, il y a des standards qui sont en train d'être peaufinés par l'I3E et puis par l'ETSI en Europe, qui définissent des futurs standards une partie des futurs standards de communication intervéhiculaire, que ce soit via LTE ou autre technologie, mais là, je vous ai dit que j'en parlerai pas. Pour accéder au guide Michelin, ça ne m'intéresse pas, enfin, pour cet exposé. Ce qui est intéressant, ce sont les communications directement entre véhicules, qui sont des technologies qui permettent de transmettre des messages dans un rayon de 250 mètres autour de l'émetteur, quand il n'y a pas trop de vent, qu'il fait beau, etc. Et puis, il y a d'autres technologies qui vont apparaître, qui sont destinées à compenser les défaillances des technologies de perception, qui sont basées sur du beaconing. Alors c'est un terme technique qui est courant dans cette communauté-là. Ce sont des messages qui sont envoyés périodiquement et qui permettent au véhicule de se dire « en ce moment, je roule à telle vitesse et mon espacement avec toi, ce qui est en vert là, c'est tant ». Et les messages rouges qui partent derrière permettent au véhicule qui suit de savoir ce qui se passe sur le véhicule de devant. Et donc là, on voit qu'on a une continuité, une double chaîne qui s'établit sur un certain nombre de véhicules qui circulent les uns derrière les autres, ce qui est quand même un mode de circulation assez courant sur autoroute. Bien, je ne détaille pas les technologies, à moins que vous ayez des questions à poser, n'hésitez pas. Évidemment, ces véhicules sont dotés de GPS, etc. Mais GPS, on sait que, comme tous les équipements, ça peut défaillir, ou bien, c'est encore pire, même si ça ne défaille pas, on peut se trouver dans des conditions où on ne peut pas recevoir GPS, dans les tunnels, et parfois quand il y a des problèmes météo. Donc, il va falloir, comme pour le AS, prévoir des remplacements, des fonctions qui prennent le relais. Et la grande différence entre les technologies de perception qu'on a vues tout à l'heure et puis les technologies de communication, c'est qu'on dote ces futurs véhicules non seulement de la vue, mais aussi de l'ouïe et la possibilité de parler. Parce que quand j'émets des messages, avec des protocoles qui conviennent, les véhicules qui doivent recevoir reçoivent, ils savent que j'ai une intention de faire une manœuvre qui peut être éventuellement dangereuse, et on ne fait les manœuvres dangereuses que quand on s'est mis d'accord entre véhicules impliqués dans cette manœuvre. Donc contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec les véhicules autonomes, où les véhicules autonomes évitent les collisions, en fait, les véhicules automatisés vont imposer des accords explicites entre véhicules avant que les manœuvres dangereuses puissent s'effectuer, et on va voir un exemple tout à l'heure de ce que ça change. Alors voilà un exemple. Imaginons que les voitures autonomes aient beaucoup de succès. Parce qu'aujourd'hui, en fait, presque tout le temps, une voiture autonome, elle circule toute seule au milieu de véhicules normaux, les nôtres. Mais il va arriver un moment, si Google, BMW et Audi ont bien vu le coup et ont du succès, eh bien, il va y avoir beaucoup de véhicules autonomes. Et là, on va avoir affaire à ce genre de scénario où là, il y a un camion qui bloque la vue des deux véhicules autonomes qui sont indiqués en bleu ici. Chacun d'eux a envie de passer devant le camion, l'une en passant par la droite, l'autre en passant par la gauche. Et là, on sait qu'il y a un conflit. Parce qu'au dernier moment, quand on n'est plus bloqué par le camion, les deux véhicules réalisent qu'il y a un problème et ça peut être trop tard, surtout si on roule à 100 quelques km/h. Donc, il est clair que pour résoudre ce problème d'exclusion mutuelle du slot d'asphalte qui est mobile devant le camion, il va falloir que les deux véhicules se mettent d'accord entre eux d'abord pour savoir qui y va en premier et qui y va en second. Si on laisse faire uniquement les technologies de perception, il y a accident. Autre exemple qui explique pourquoi on a besoin de communication intervéhiculaire, le véhicule rouge freine brutalement et vu la distance qui sépare le bleu du rouge, eh bien, il y a forcément accident. Et éventuellement avec tous les véhicules qui suivent. Donc là, on a
non seulement on a un problème dû à l'existence de défaillances de technologies radar, de perception de manière générale, mais aussi on a un problème d'alerte des véhicules QSIV qui suivent pour éviter ce genre de scénario où, par un moyen de communication, on est capable d'alerter les véhicules qui sont derrière pour leur dire « attention ». Alors peut-être que le premier ou le deuxième véhicule qui suivent celui-ci dans des conditions indiquées vont avoir un accident, mais ce qu'on veut éviter, on n'évite pas les accidents d'avion complètement non plus. Le but, c'est pas taux zéro, c'est de réduire le taux d'accident. Mais il est inacceptable d'imaginer qu'il y ait une quantité impressionnante, une vingtaine de véhicules, qui soient impliqués dans un accident parce qu'il y a un radar qui est défaillant. Donc là, ça veut dire qu'on a besoin de faire un broadcast, une diffusion de messages d'alerte pour dire aux autres véhicules « attention, ralentissez et éventuellement changez de voie de circulation parce qu'il y a un accident sur la voie sur laquelle vous circulez ». Alors, ça c'est juste pour... je ne pense pas que c'est pour vous expliquer qu'il y a de la pollution dans l'air. C'est pour vous montrer que, même si on n'en a pas envie, à compacter les véhicules. Et donc gérer ces flots de véhicules de manière intelligente, c'est un problème ouvert, on le sait. Ceci a aussi pour but de vous montrer que si on imagine que tous ces véhicules-là sont capables de communiquer entre eux par moyen radio, eh bien le canal radio, qui est un canal à 6 mégabits par seconde aujourd'hui dans un standard I3E 802.11p, quand on essaye de faire l'accès multiple, c'est pas de l'Ethernet avec un câble dans un bureau. C'est des réseaux ouverts, et là il y a à peu près, étant donné les technologies qui sont envisagées, on a à peu près 1 millier de véhicules qui vont être en compétition pour accéder au canal radio. Alors maintenant, montrez-moi un protocole qui résout les collisions sur un canal radio en moins de 230 millisecondes par exemple, puisque c'est le temps qu'il faut au plus pour pouvoir déplacer un véhicule de 7 mètres à 108 km/h. Or, la règle du jeu dans cette communauté-là, c'est quand on échange des messages avant d'entamer des manœuvres risquées, on s'impose comme contrainte qu'un véhicule ne se dépasse pas plus de sa longueur avant que les accords soient établis entre véhicules. Donc 230 millisecondes, c'est pas beaucoup. Là, c'est un scénario un petit peu compliqué. Bon, je vais passer. Le problème, vous l'avez deviné, c'est de garantir que des véhicules se mettent d'accord entre eux avant d'entamer des manœuvres dangereuses comme celui-ci, Z2, qui veut s'arrêter sur la voie d'arrêt d'urgence pour une raison particulière. Il est clair que ce véhicule-là ne peut pas le faire sans obtenir au préalable un accord avec les véhicules rouges devant lesquels ou derrière lesquels il va passer. Bien, je passe, ça c'est trop technique. Alors voilà une... Non, ça c'est nettement plus simple, ça, vous allez voir. Ne partez pas tout de suite. C'est juste un exemple qui vous permet, j'espère, de vous convaincre que l'idée qu'il va falloir obligatoirement montrer qu'on peut compenser des défaillances de technologies de perception par des technologies de communication n'est pas une idée folle. Des solutions existent, elles sont récentes, mais elles existent. Évidemment, on ne les trouve pas dans la littérature non scientifique, mais voilà ce que j'essaie de vous montrer sur cette planche. Donc ça, ce sont les futures cohortes de véhicules. Une cohorte, c'est un ensemble de véhicules qui circulent linéairement sur une voie et dont le nombre maximum est borné. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire le nombre d'accidents rear-to-rear. En cas de... il y a un paradigme qui est utilisé dans ce domaine-là, c'est le mur de briques. Alors évidemment, par exemple, un sanglier qui traverse l'autoroute, le mur de briques, c'est rare, mais bon. Donc on s'oblige, parce qu'il faut aller convaincre les autorités de sûreté, c'est ça le problème. On s'oblige à traiter ces cas-là, montrer ce qui se passe en cas extrême. Donc le nombre de véhicules impliqués dans un cas très très rare doit être borné, c'est pour ça qu'il y a un nombre maximum. Et puis il y a une spécification des cohortes qui dit on roule à la même vitesse, à peu de choses près. Donc il y a des protocoles d'accord permanents qui circulent, des messages qui circulent en permanence entre véhicules, depuis la tête jusqu'à la fin de la cohorte, pour réguler les vitesses, les espacements en fonction des vitesses, de telle sorte que tout se passe normalement. Et donc dans ce cas-là, ces scénarios-là sont sans risque, pourvu que les spécifications de cohorte ne soient pas violées. Une violation d'une spécification de cohorte, c'est quelqu'un qui freine brutalement. Les taux d'accélération et décélération aussi ont des bornes, qui seront des normes qui viendront plus tard. On n'aura pas le droit de prendre son véhicule et d'aller sur l'autoroute si on n'a pas un véhicule qui a été certifié, capable de décélérer ou d'accélérer à tel taux. Ce qui est important ici, c'est le fait que ces véhicules-là échangent
des beacons périodiquement. Période pi. Donc l'idée, vous la devinez, c'est de mettre dans les messages qui sont échangés entre véhicules, qui sont contigus, des informations qui contiennent exactement la même chose que ce que les radars savent, ou les lidars, peu importe. De telle sorte que si un radar défaille, eh bien, grâce aux informations qu'on reçoit périodiquement de son prédécesseur et de son successeur éventuellement, on sait quoi faire. Alors la question, évidemment, n'est pas de savoir si ces technologies-là peuvent être développées. Bien sûr que oui. On est comme radio, donc il suffit de demander aux fabricants de les faire, on leur donne une spécif, et voilà. Pour l'instant, on sait faire les communications omnidirectionnelles, mais ces communications unidirectionnelles vont forcément apparaître. La question, c'est, bien le LAN, vous nous dites que l'espacement entre véhicules à peu près normalisé à vitesse ordinaire, 90 km/h, ça va être 3 mètres. Bien. Et vous me dites que vous avez une solution basée sur du beaconing périodique entre voisins immédiats dans les cohortes. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à l'espacement nominal S-min pour réagir à temps quand un radar tombe en panne et commencer à freiner si c'est nécessaire? Si vous me dites que c'est 80 mètres, vous êtes gentil, vous prenez la porte parce qu'on veut compacter les véhicules. Alors le résultat très étonnant auquel on arrive, il y a deux surprises, c'est quand on fait le travail analytique, c'est que l'expression de C, qui est la variable qu'il faut rajouter à l'espacement standard, est indépendante des vitesses. Ça, c'est très intéressant. Deuxième surprise, on prend, je ne vais pas vous bassiner avec les paramètres, si on prend des valeurs réalistes pour ces paramètres et qu'on fixe à 10 Hz la fréquence d'échange de messages entre voisins, eh bien la quantité qu'il faut rajouter à 3 mètres, c'est ridicule, c'est 13 cm. Donc ça veut dire qu'on a réussi à résoudre le problème. Un des problèmes, une obsession de l'industrie automobile, c'est safety, mais aussi efficiency. On veut compacter. Voilà un exemple qui montre que les technologies de communication permettent d'accomplir une partie du rêve. L'autre exemple que je vais prendre, c'est pour les communications omnidirectionnelles, où là, on a effectivement affaire à un véhicule, Z, qui veut changer de fil. Le véhicule roule assez vite, et il est évident que le véhicule Z doit demander la permission, doit donc avoir un accord avec au moins 2 autres véhicules qui vont lui dire, d'après les informations qui est dans votre message de demande, vitesse, etc., votre taille aussi, puisqu'il faut créer un espace suffisant entre les 2 véhicules, qui est indiqué ici par l'espace rouge, eh bien, il se trouve que moi, je pense que je pourrais être votre futur successeur ou prédécesseur dans ma cohorte. À partir des réponses qui sont envoyées à Z, Z fait un choix optimal et dit, très bien, c'est vous, B et C. Donc on a Geocast, Z parle à des inconnus, il reçoit des réponses, et parmi les réponses qu'il reçoit via ConvergeCast, il multicast vers les 2 gagnants en leur disant « c'est vous ». Donc maintenant, faites les manœuvres qui conviennent. Alors c'est là qu'apparaît le petit calcul que j'ai mentionné tout à l'heure, où on n'a pas plus de droit à 230 millisecondes pour se mettre d'accord. C'est en fait un protocole à 3 phases. Donc il ne faut pas traîner, parce qu'il y a des autres véhicules qui occupent le médium radio pendant ce temps-là. On n'est pas que 3 à discuter. Et puis, une fois que l'accord a été obtenu, eh bien, on peut entreprendre les manœuvres risquées, puisque maintenant tout est prêt. Et là, les technologies de perception font les réglages fins des manœuvres. Alors ça se passe bien a priori, notamment pour C qui va décélérer pour créer l'espace, et D va décélérer de même, puisque là, son radar qui continue à fonctionner, enfin je suppose, et qui donc suit le mouvement. C impose à D de ralentir. Mais pour B, c'est une autre histoire, parce que B, lui, bien qu'il ait des radars, qui lui permettent de savoir à quelle distance il est de A, il est incapable de dire à A, s'il vous plaît, accélérez, parce que moi j'ai besoin de faire de la place derrière moi pour héberger le véhicule Z qui va venir. Et alors moi je peux accélérer, sauf que si vous êtes devant moi et que vous n'avancez pas assez vite, eh bien je ne peux pas. Donc il faut trouver un moyen pour dire à un véhicule qui le précède, voilà ce qu'il faut faire. Et là, on a un premier exemple, vous avez bien fait de venir, un premier exemple d'une possibilité qu'offre l'automatisation qui va au-delà de ce que peut faire un humain. Parce que moi, je ne me vois pas, étant dans le véhicule Z, parler assez fort en mettant la tête à la fenêtre
parler à A pour lui dire « Hé, vous là-bas, vous ne pourriez pas vous pousser un peu parce que j'ai envie de changer de fil. » Donc, voilà ce que peut faire l'automatisation et ce que ne peuvent pas faire les humains. Bien, je passe là-dessus, c'est un petit peu trop technique. Ça aussi, on a besoin de nouveaux protocoles. Donc en gros, pour résumer ces deux planches, les protocoles Internet qui sont basés sur des acquittements positifs, négatifs, attention, ça n'a plus aucune valeur pour tout ce qui est safety critical parce qu'on n'a pas le temps de répéter. Et on ne sait pas de qui on attend des acquittements puisque quand on fait un géocast, on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc très rapidement, on est en train de discuter avec des sociétés de Silicon Valley qui justement ont des technologies qui permettent de remplacer le GPS. Donc on a des chips dans les voitures qui permettent de faire ce qu'on peut faire avec des GPS, mais sans être obligé de compter sur la bonne réception de signaux GPS. Alors, bien plus tard, si on regarde au-delà du futur immédiat, on va certainement aboutir à des situations qui ont l'air un peu science-fiction aujourd'hui, mais qui vont certainement être réelles parce que les technologies commencent à exister. Il suffira de penser pour commander son véhicule quand on en aura besoin. Normalement, il se conduira tout seul. Mais si on a besoin de faire quelque chose de particulier, on n'aura pas besoin de remettre les mains sur le volant, surtout si on est en train de jouer ou de faire un sudoku. On aura juste besoin de parler, éventuellement, ou bien de faire un geste. Faire ça pour dire « j'ai envie d'aller à droite ». Ou bien de penser. Alors, les technologies vont exister. On connaît des prototypes qui marchent assez bien. Le problème est que, comme les humains ne cessent jamais de penser, enfin, la plupart du temps, pour la plupart d'entre eux, il va se poser des questions du genre mais comment est-ce qu'on fait la distinction entre une pensée qui est destinée aux automates à bord, ou bien simplement parce que je pense à j'ai vu un film, il y a des voitures dedans hier, et alors je te raconte le film. Et puis il y a un problème qui est énorme, que se posent aussi les militaires, notamment vous avez entendu parler pour les drones, c'est lorsque une situation un peu exceptionnelle se produit, conditions climatiques, etc., la question qui se pose, c'est est-ce que les automates qui sont à bord vont faire le travail correctement et si j'ai un doute, moi, humain, je préfère reprendre le contrôle. Et on connaît des exemples, je ne peux pas vous les citer, où les mauvais choix ont été faits. Les humains auraient mieux fait de laisser faire le drone, et le drone aurait terminé sa mission normalement, s'il aurait ponté sur le Charles de Gaulle, au lieu de se cracher. Alors, c'est un problème ouvert, parce que quand on transpose ces problèmes-là à la conduite automobile par monsieur tout le monde, qui est-ce qui a le droit de parole ultime en cas de situation risquée? Est-ce qu'il vaut mieux continuer à fermer les yeux et dire la voiture va se débrouiller toute seule mieux que moi, ou bien je reprends le contrôle? Je vais aller assez vite. Ce que je voudrais vous faire passer comme idée, c'est qu'on va vers des clouds qui sont mobiles dans l'univers cyberphysique, et donc on va aboutir à cette notion que vous connaissez bien dans les clouds, où il y a software as a service, etc. Là, c'est locomotion as a service. C'est-à-dire qu'on ne va plus continuer à considérer que le déplacement d'humains dans l'espace terrestre quotidien, c'est une tâche qu'on doit exécuter nous-mêmes. Elle va s'exécuter toute seule. On n'aura plus à se poser la question, je dois me déplacer, mais est-ce que j'ai intérêt à le faire parce que ça me prend du temps, alors finalement je préfère rester là où je suis? Non, ces questions-là vont disparaître. On pourra se déplacer sans y consacrer du temps. Là, ça change énormément les capacités des humains sur cette planète. Voilà, bon, je ne vais pas continuer à détailler cette remarque. Il y a plein de questions qui ne sont pas liées à la safety, mais comme je suis à 1 minute 10 secondes de la fin de ma présentation, je vais aller assez vite, à moins que vous ayez envie de poser des questions tout à l'heure. On a 10 minutes de questions. Mais il est clair qu'il y a du travail pour les juristes, pour les compagnies d'assurance, parce que maintenant, la question va se poser. Moi, j'ai discuté avec une juriste il n'y a pas très longtemps qui me dit « Ah, mais de toute façon, si tu as un accident avec ta voiture automatisée, c'est toi qui es responsable. » Bien bon, comment est-ce que je peux être responsable d'un accident qui est causé par une défaillance, d'un machin qui existe dans ma voiture dont je n'ai jamais entendu parler? Je me dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, il va falloir revoir une bonne partie du code civil et des piles de données dont disposent les juristes, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est lié à la privacy, à la vie privée, où le fait d'avoir des caméras sur des voitures ou dans des voitures, ça permet d'enregistrer les numéros d'immatriculation des voisins. Et ça, est-ce que c'est acceptable ou pas? Question
déjà posé dans d'autres domaines. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que les communications V2V entre véhicules, elles peuvent être complètement anonymes. On peut fabriquer des pseudos de durée de vie 1 seconde, par exemple, et puis en changer toutes les secondes, en étant sûr qu'on est le seul à avoir le pseudo qui est alloué toutes les secondes. Donc ça est complètement protecteur, parce qu'on peut discuter avec des véhicules en donnant des pseudos dans les adresses de messages, sans donner les numéros de plaque d'immatriculation. Voilà. Alors, pour terminer sur la perspective un peu plus générale, comment se fait-il qu'on ait affaire à des sociétés comme Google qui investissent le domaine du transport terrestre, notamment des véhicules individuels? Alors, Google, pour autant qu'on le sache, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était une société qui faisait du data crunching, d'indexation, etc. Et voilà, il s'intéresse aux voitures. D'ailleurs, il s'intéresse aussi à l'énergie. Il y a une filiale qui a été créée il y a 3 ans, Google Energy, qui investit dans l'éolien et le solaire. Ah bon? Bizarre ces gens. Non, pas bizarre. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ils sont très intelligents. Mais ce qui est encore plus surprenant, parce qu'eux, ils ne fabriquent pas de voiture, hein, c'est une Toyota Prius, la Google Car, et eux, ils mettent la technologie à bord, mais la voiture... Ce qui est encore plus étonnant, c'est le cas de Elon Musk. Elon Musk, c'est un des cofondateurs de PayPal. Bon, tout le monde connaît PayPal, il est devenu riche, il a vendu ses parts dans la société, et puis, avec une partie de l'argent qu'il a gagné, il a décidé, il y a 3 ans, de s'intéresser aux véhicules électriques. Et il a sorti, il n'y a pas très longtemps, un modèle qui est absolument bluffant, le modèle S, qui a les performances d'une voiture de sport, qui peut rouler 350 km sans se recharger, et pour qui le coût de plugging et de recharge, c'est 3 $ pour refaire le plein pour 350 km. Donc, ça c'est la première remarque intéressante. La deuxième remarque intéressante, c'est que cette société Tesla, qui n'existe que depuis 2-3 ans, alors elle sera peut-être plus en existence dans 5 ans, hein. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, sa capitalisation boursière est 3 fois celle de Peugeot Citroën. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Voilà. Donc, comme on n'aura pas affaire à l'automatisation complète des véhicules de la même manière, uniforme à tout moment, il y aura des véhicules plus ou moins automatisés. Il y a une belle question qui se pose, c'est la gestion de réseaux hétérogènes de véhicules non partiellement, oui, pas beaucoup, et automatisés. Et la bonne démarche pour avancer sur le migration path, comme disent les Anglais, eh bien, c'est de commencer avec les voitures autonomes. Voilà. Et la raison pour laquelle Google et les autres s'intéressent à ça, c'est que c'est bien d'indexer le monde cyber, mais indexer le monde cyberphysique, c'est encore mieux. Voilà. Donc, Saint-Exupéry à la rescousse pour sortir un peu des domaines technologiques. C'est bien de prédire l'avenir, mais ce qui est encore mieux, c'est de le rendre possible, à condition que ce soit un avenir dont on a envie. Et justement, c'est ce que nous faisons, nous, scientifiques et ingénieurs, c'est de changer le monde. Dernière image amusante, en fait, ces idées de véhicules et de transports totalement automatisé, c'était déjà dans l'air en 1958. Ça, c'est un extrait d'un film TV de Walt Disney. Voilà, je vous remercie.